Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel échange, une nouvelle vidéo réalisée dans le cadre de la campagne au sujet de ce scrutin européiste avec trois travailleurs et syndicalistes qui vont nous parler ce soir des conquêtes sociales et des services publics et du rôle, disons-le tout de suite clairement, hein, néfaste de l'UE-OTAN en matière de destruction des services publics et des conquêtes sociales. Pour commencer les présentations, tout d'abord Jean-François Dejour. Bonjour Jean-François. Salut, bonsoir. Salut Jean-François. Et donc Jean-François qui est professeur de philosophie, syndicaliste également à la FSU et qui a mené des batailles dans le cadre de l'éducation nationale directement concernée par toutes ces contre-réformes, nous allons le constater. Également avec nous, Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir Fadi, bonsoir à tous. Bonsoir Thomas, donc syndicaliste dans les finances publiques, un secteur dont on ne parle pas beaucoup en général, mais qui lui aussi connaît toute une série de contre-réformes. Tout à fait. Nous allons le voir. Et enfin, pour finir, toujours avec grand plaisir de retrouver Cédric Liechti. Bonsoir Cédric. Bonsoir Fadi, bonsoir les camarades. Cédric, qui, je rappelle, est notamment responsable du syndicat CGT Énergie de Paris, donc directement concerné lui aussi par la problématique européiste, puisque s'il y a bien un secteur, alors, il y en a beaucoup, mais EDF notamment, EDF, GDF d'ailleurs, faudrait-il dire, en termes d'euro-démantèlement, surtout en ce moment, on en entend beaucoup parler, et je pense que Cédric aura pas mal de choses à évoquer avec nous sur ce sujet. Et ben justement, je vous propose de ne pas perdre trop de temps, puisque la première question que nous souhaitons vous poser, c'est, on constate hein, depuis au moins 40 ans, quoi. Nous voyons bien que les différents services publics, alors ceux dans lesquels vous travaillez, éducation nationale, finances publiques, EDF, GDF, mais aussi les autres, les hôpitaux, la SNCF, ainsi que les conquêtes sociales, on pense aux retraites, hein, par exemple, par répartition, comme on a pu le voir l'année dernière, sont détruits en France. Eh bien, on sait que l'UE-OTAN a un rôle là-dedans, mais à quel niveau pourriez-vous évaluer la responsabilité de l'UE-OTAN dans cette funeste évolution depuis plus de 4 décennies? Peut-être déjà Jean-François dans le domaine de l'éducation nationale. Oui, alors ma réponse, elle n'est pas spécifiquement calibrée pour, comment dire, me concentrer sur la question d'éducation nationale, puisque je, j'ai abordé la question de manière un petit peu plus générale. Mais enfin, rien que ça, c'est vrai que ça mériterait un zoom. Alors, moi, je vais me contenter de réponses d'ensemble. Si on voulait plaisanter, on pourrait dire que tu es un petit peu de mauvaise foi quand tu critiques l'UE autant, parce que quand même, l'Europe n'a-t-elle pas développé un socle européen des droits sociaux? Alors, ce qui est curieux, c'est que quand on regarde ce socle, qui est quelquefois exhibé par la Confédération européenne des syndicats, on voit que on s'embarque dans un programme d'action qui, d'ici 2030, alors c'était Ursula von der Leyen qui disait ça en mars 2021, que l'un des objectifs, c'était que 78% d'une classe d'âge, donc entre 18 et 64 ans, hein, j'ai bien dit 64 ans, soit en situation d'emploi. Donc ça, c'était un objectif fixé par l'Europe en termes de droits sociaux, et je vous rappelle la date, c'était en mars 2021. On comprend que Elisabeth Borne, à l'époque, avait applaudi. Et puis, bon, donc ça, c'est pour l'aspect contre-réforme en se focalisant sur la question des retraites. Puis l'aspect service public, là aussi, je te trouve vraiment de mauvaise foi, Fadi, parce que ceux qui défendent l'Europe se réjouissent en fait que, notamment le traité de Lisbonne et puis le protocole additionnel, enfin bref, consolide, nous dit-on, juridiquement l'équivalent européen des services publics, mais enfin, ce n'est pas tout à fait des services publics, parce que c'est les services d'intérêt économique généraux, les SIEG. Alors, si on rentre un tout petit peu dans le détail, on pourrait dire que la notion de service public à la française, euh, incarnée par une entité publique, une entreprise publique d'État, n'a pas d'équivalent en, en droit européen. Le terme est presque absent d'ailleurs, pour le dire en un mot, puisqu'on l'a remplacé par ce sigle un peu étrange de SIEG. Et on pourrait dire que
le service d'intérêt économique général est au marché, ce que le service public à la française était censé être à l'État. Alors, c'est vrai que dans le traité de Lisbonne, il y a un protocole additionnel là, qui date de 2009 qui semble consolider cette espèce d'objet volant non identifié et que la jurisprudence de la Cour européenne de justice, à force d'ajustement, on pourrait dire, a fini par autoriser les entités publiques, notamment les États, à donner des compensations financières, pas des aides, parce que ça, les aides de l'État, on n'a pas le droit, mais des compensations financières à ces SIEG. Bon, si on veut quand même un petit peu rentrer dans le cœur du problème, je prends appui ici sur une lecture que j'ai faite du Monde diplomatique, le numéro de mai 2024, un article intéressant d'Aurélien Bernier. Alors, il s'agissait au fond de savoir jusqu'où on pouvait prétendre à une désobéissance à l'égard de l'Union européenne. Et cet article de Bernier fait une espèce de fiction politique en disant mais qu'est-ce qui se passerait si d'aventure euh, une organisation politique ou une association d'organisations politiques, enfin donc pensez à la NUPES, avait l'idée de recréer en France des monopoles publics, notamment dans le domaine des transports et dans le domaine de l'énergie. Hein, qu'est-ce qui bloquerait? Et en fait, il y aurait déjà des blocages, des verrous au niveau du droit européen, notamment des directives. Alors, il s'agit par exemple de la directive sur la libéralisation du ferroviaire. Celle-là, elle date de novembre 2007, d'octobre 2007, pardon, et une autre directive, mais là, c'est peut-être Cédric qui en parlera mieux, sur l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. Et là, c'est une directive du mois de décembre 96. Donc, premier problème, on rentre en contradiction avec ces directives. Mais peut-être ce qui est plus intéressant et plus inquiétant encore, et c'est l'objet de cet article du Diplo, c'est que il y a un verrou juridique européen, mais il y a un verrou juridique français. Et c'est ça que moi, je n'avais pas complètement aperçu. Donc, il y a un double verrou juridique. On va voir qu'il pourrait aussi y avoir un verrou politique avec un saut fédéral, mais déjà deux fois des verrous. Et le verrou au niveau national, il est le fruit, en fait, d'une longue histoire de la jurisprudence française, celle-là, qui, allez, depuis 50 ans, alors c'est un virage qui s'amorce effectivement avec la période Mitterrand, Rocard, Delors, mais depuis une cinquantaine d'années, la jurisprudence, petit à petit, que ce soit le Conseil d'État ou que ce soit le Conseil constitutionnel, a fini par reconnaître une sorte de double origine au droit français, une origine européenne et puis une origine nationale. Donc on fait toujours référence à la Constitution française, mais depuis 2006, alors il faut quand même dire que le traité de Lisbonne a donné lieu à une réécriture partielle de la Constitution française. Donc, le traité de Lisbonne, c'est le traité actuel qui, en 2007, nous resserre le traité constitutionnel qui avait été invalidé par le référendum de 2005. Donc, on a tous à l'esprit quand même cette espèce de hold-up démocratique où on dit on vote non en 2005 et en 2007 on nous resserre le traité de Lisbonne qui du coup validé par une autre voie que le référendum en France. Et dans ce traité de Lisbonne, donc le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité sur l'Union européenne donc vont amener les législateurs français à corriger la Constitution française en ajoutant un chapitre 15 qui fait référence à l'Europe. Et la jurisprudence du Conseil constitutionnel français reconnaît cette double exigence constitutionnelle en France de l'origine européenne des textes et quand même de la référence à la Constitution, mais il s'agit simplement de rester en accord avec, alors c'est là aussi un curieux concept juridique, l'identité constitutionnelle de la France. Voilà, le texte, voilà comment le Conseil constitutionnel en France, sur le plan de la jurisprudence, a interprété ce virage du traité de Lisbonne et de sa traduction dans le droit français. Donc voilà, double verrou pour réinstaurer des services publics, ce qui veut dire qu'il faut déjà commencer par réinscrire
la notion même de service public associée à un monopole d'État dans la Constitution française, puisque manifestement, euh, cette référence, qui était quand même déjà au moins embryonnaire, n'est pas suffisante. Voilà. Donc, verrou juridique national, verrou juridique européen. Quant à la question des régressions sociales, j'espère pas être trop long là, si je peux. Alors là, sur le plan des régressions sociales et comment, de toutes les contre-réformes qu'on a subies, la réforme de l'assurance chômage actuelle, la réforme des retraites, il y a une espèce de spirale infernale, mais moi j'y vois plutôt une ruse, non pas de l'histoire comme disent les philosophes, non pas une ruse de la nature, mais une ruse de la bourgeoisie, une espèce de spirale entre la dette et l'austérité. Voilà. Bon. Alors la dette, en fait, ça se fabrique, hein, la dette, ça se fabrique. Elle est même fabriquée au niveau national. Je ne rentre pas dans le détail, mais enfin, on a tous quand même un petit peu à l'esprit quels sont les mécanismes par lesquels on assèche les finances publiques et comment on assèche les finances de la sécurité sociale. Donc ça, on a des champions au gouvernement. Et dans une division du travail, une fois que cette dette est creusée par des politiques nationales, elle est prohibée par des textes européens. Enfin, c'est le fameux pacte de stabilité avec sa règle d'or des 3%. Et ensuite, évidemment, ça donne lieu, une fois que la dette est dénoncée, là, on est à deux doigts quand même de rentrer dans euh, enfin, un déficit, ça porte un nom qui m'échappe là, mais dans le vocabulaire de Bruxelles, on rentre dans un déficit structurel là très très inquiétant puisqu'on a explosé tous les compteurs. Bon, et donc dans ces cas-là, on est à la merci d'un ajustement structurel. Alors le terme n'est pas forcément utilisé dans ces termes, mais c'est à ça que ça ressemble. Et cet ajustement structurel qui est porté par la Commission, mais au fond aussi par les marchés financiers qui financent la dette publique, vont toujours à peu près dans la même direction. Je termine juste là-dessus. Euh, Peut-être un éclairage un peu philosophique, si je peux en apporter un sur cette question, c'est que quand on regarde la machinerie de tout ça, hein, cette espèce de spirale de la dette et de l'austérité, on ne peut pas identifier une seule cause ou un seul facteur en disant c'est à cause de, alors c'est à cause du pacte de stabilité, et seulement ça, c'est à cause de la commission, et seulement ça. D'autres disent c'est à cause de Bruno Le Maire, et c'est seulement lui qu'il faut incriminer. En fait, cette manière de penser est enfin, unicausale, oublie qu'on a affaire dans la réalité à des interactions. Donc une interaction, c'est pas du tout A qui agit sur B, c'est A et B qui interagissent. Et c'est pas seulement une interaction, mais c'est même un enchevêtrement d'interactions qui tendanciellement vont toujours dans la même direction. Hein. Donc, si on voulait employer un mot savant, on dirait qu'il faut penser dialectiquement le problème. Ce n'est pas une cause, c'est un enchevêtrement d'interactions. Et dans cet enchevêtrement d'interactions, ça va toujours dans la même direction. En gros, comme un avion, il a beau partir vers le haut, partir vers le bas, aller devant et subir des forces contraires. Au fond, il finit toujours par se poser. Et en Europe, ça finit toujours finalement à peu près de la même manière. On va toujours vers un peu moins de protection sociale et un peu moins de finances publiques. Voilà, ça sert à ça. Ça s'appelle donc une ruse, mais une ruse de la classe dominante. Il s'agit pour nous de lever cette duperie. Voilà. Eh bien, 10 minutes, parfait, Jean-François. Et tu as en plus fait référence, je le précise, à un article d'Aurélien Bernier qui était invité pour une autre vidéo que nous avions réalisée quelques semaines plus tôt, justement, sur les questions de souveraineté et de démocratie, notamment. Donc, je me tourne à présent, car tu as proposé un cadre effectivement important, hein, général, pour comprendre hein, cet ensemble d'attaques contre la fonction publique et l'ensemble des services publics et les conquêtes sociales. Thomas, toi, de ton côté, peut-être iras-tu certainement dans le sens de Jean-François qui a bien fait de rappeler que j'étais quand même un peu de mauvaise foi. Oui, un petit peu, effectivement. Euh, Comment tu vois, toi, la situation hein, par rapport à cet axe OTAN et donc ce problème des services publics et des conquêtes sociales? Ouais, non, mais c'est vrai, ça va compléter là. Déjà, déjà, je m'excuse pour la qualité de la vidéo parce qu'il y a beau avoir de la lumière, je ne sais pas pourquoi elle arrive pas, ma caméra n'arrive pas à capter, donc je m'excuse. Mais donc en tout cas, pour revenir là sur ce que disait Jean-François, je pense qu'il y a quelque chose quand même d'assez fondamental et que tout le monde connaît dans les différents traités européens et qui est le socle finalement de la politique économique de l'Union européenne, c'est que la concurrence est libre et non faussée. Et à partir du moment où la concurrence est libre et non faussée, hein, c'est écrit dans les traités, on retrouve déjà dans Maastricht,
Globalement, à partir de là, il ne peut pas y avoir de service public. C'est impossible parce que par définition, un service public, il truque la concurrence quelque part, hein, parce qu'il va avoir un monopole public ou que sais-je, il va avoir des subventions, etc., etc. Et donc, à partir du moment où vous avez un service public nationalisé, à ce moment-là, vous avez une concurrence qui est faussée. Donc, déjà, avec ça, tous les services publics doivent se faire. Ensuite, plus particulièrement au niveau effectivement des finances publiques à proprement parler, il ne faut pas croire qu'on ne trouve pas beaucoup de choses, notamment dans les recommandations de l'Union européenne. Hein, les recommandations, c'est une fois par an, au mois de juin, qu'elles sont publiées. Dernièrement, par exemple, on va trouver la suppression de petites taxes, soi-disant, qui coûteraient à l'État, qui ne seraient pas optimales ou que sais-je, et qui donc sont progressivement tout simplement supprimées toujours en faveur plutôt effectivement du camp du capital. On va trouver aussi la simplification, tout ce qui va concerner la simplification. Alors, quand on entend simplification, il faut se dire que c'est pas plus simple spécialement pour la PME ou pour l'artisan, mais c'est beaucoup plus simple par contre pour les entreprises du CAC 40. On va trouver ça aussi dans les recommandations de l'Union européenne. On va trouver également que la fiscalité des entreprises en France est trop importante et que donc il faut la diminuer, il faut la baisser pour justement que tout cela soit plus compétitif, soit plus concurrentiel. Euh, donc, on voit bien quand même l'impact que ça peut avoir, ces recommandations, sur les différentes politiques qui sont mises en place en France. Bien sûr, après, le gouvernement français systématiquement les met avec zèle, les met en place, mais ça vient toujours quand même de ces fameuses recommandations de l'Union européenne qui sont largement ignorées, en fait, euh, de la plupart des organisations qui font comme si elles n'existaient pas, alors qu'elles sont publiées, c'est public une fois à l'année, au mois de mai-juin, et c'est toujours très intéressant d'aller faire un tour. Au niveau des finances publiques, il faut rappeler aussi qu'au niveau de l'Union européenne, en plein milieu, il y a un paradis fiscal qui s'appelle le Luxembourg. Donc, il faut se dire quand même qu'on est dans un espace de libre-échange, puisque l'Union européenne est un espace de libre-échange avec un paradis fiscal en son sein, qui n'est pas seul en réalité, parce qu'on va trouver effectivement les Pays-Bas, par contre, pour certains secteurs peuvent être intéressants. L'Irlande peut être intéressant pour d'autres secteurs économiques. La France aussi, il ne faut pas croire, peut être intéressant pour encore d'autres secteurs économiques. Donc, tout ce petit monde est en concurrence et donc forcément, vous avez une fiscalité qui progressivement est tirée vers le bas. Vous avez moins de rentrées, toujours au profit du grand capital, hein, bien entendu. Et au fur et à mesure, eh bien, vous mettez en difficulté les finances publiques de votre pays, quel qu'il soit. Bien sûr aussi, la France qui en fait partie. Il y a un autre volant à la politique budgétaire d'un pays, c'est la politique monétaire. Alors, la politique monétaire, c'est vrai que quand on commence à l'aborder, ça fait peur à tout le monde. Mais le mot qui est important finalement dans la politique monétaire, c'est le mot politique. Les politiques, on sait qu'il y en a des différentes. On sait qu'il y a la politique, par exemple, du Conseil national de la résistance qui vise à construire des services publics, à mettre en place la sécurité sociale, les grandes nationalisations, etc. Et puis, il y a la politique aujourd'hui de Macron où c'est défaire méthodiquement, justement, le programme du Conseil national de la résistance. Et c'est la répression et la régression sur tout le panier. On voit bien, hein, voilà ce que c'est qu'une politique. Et ben, c'est pareil au niveau de la monnaie, en fait, hein. Il est intéressant effectivement de se pencher finalement là-dessus parce que on sait que cette politique monétaire aujourd'hui elle est indépendante. Mais elle est indépendante de quoi? Elle est indépendante de qui? Elle est indépendante des gouvernements qui composent la zone euro. Sauf que ces gouvernements doivent pouvoir répondre quand même à un parlement qui est élu. Et donc qui élu, comment va être élu ce parlement? Par le peuple. C'est-à-dire que si on supprime finalement les intermédiaires, on a une politique qui est indépendante du peuple. Quand on le dit comme ça, moi, je trouve que ça ressemble furieusement à une dictature, en tout cas à un autoritarisme de ce point de vue-là. Et on s'était dépossédé des politiques monétaires, on s'en est pas rendu compte avec l'euro et avant, quand on convergeait vers l'euro et vers finalement l'harmonisation des politiques monétaires vers la construction donc, du futur euro. Il faut rappeler que la Banque de France, elle a été créée quand même en 1800 par Napoléon et ça a été une banque privée. Et c'est de là d'ailleurs d'où vient, vous savez, le Parti communiste notamment en parlait beaucoup là, des 200 familles hein, dans les années 30, les 200 familles. Eh bien, les 200 familles, les fameuses 200 familles, c'était tout simplement les 200 premières familles qui possédaient les actions de la Banque de France. Hein. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette Banque de France, elle va être nationalisée. Elle va être nationalisée quand? Elle va être nationalisée au moment justement en 45, enfin, exactement le 1er janvier 1946, parce que ça fait partie du programme national du Conseil de la Résistance et que c'est un certain Martel Paul, je pense que ça parlera à Cédric, qui va nationaliser la Banque de France et qui va nationaliser
également les autres grands secteurs de l'économie. Et à partir de là, eh bien, effectivement, la monnaie, c'est très important parce que ça va permettre de financer justement tout ce qui a financé le programme du Conseil national de la résistance, la reconstruction, les grandes nationalisations, la sécurité sociale, les conventions collectives, etc., etc. Donc, tout ça va être aussi permis grâce à un volant qui est réellement la politique monétaire qui va être mis en place à ce moment-là. Et ça, je crois que c'est très important de l'avoir en tête sur ces politiques monétaires. On s'est fait déposséder réellement de quelque chose quand on est rentré dans l'euro. On s'est dépossédé complètement d'un volant de la politique budgétaire du pays et donc des finances publiques du pays et des moyens de finance. Puis après, bon, il y a quand même aussi un dernier point qui est important et qui pèse très lourd aujourd'hui sur nos finances publiques, et puis le disait Fabi, c'est l'UE-OTAN. Et donc, dans l'UE-OTAN, il y a OTAN. Et effectivement, hein, ce sont quand même des milliards d'euros qui sont versés chaque année à l'OTAN pour les dépenses, puisqu'il y a un niveau de dépenses qui est exigé du PIB, qui est exigé pour chaque pays membre de l'OTAN. Il faut rappeler quand même qu'on est à plus de 400 milliards d'euros jusqu'en 2030 de dépenses militaires pour la France, hein. Que là, il y a une coupe de 10 milliards d'euros qui a été faite. Eh ben, pourquoi? Parce que précisément, il y a toutes ces dépenses militaires. Parce que on a une course à l'armement qui est effrayante, avec une course qui est vers la Troisième Guerre mondiale, qui est vraiment très inquiétante et qui est poussée à la fois par l'OTAN et par l'Union européenne. C'est très important aussi de voir ça, et ça pèse en plus très très lourd sur nos finances publiques. Donc voilà, je vais m'arrêter là un peu pour le tour d'horizon des conséquences qu'ont l'Union européenne et l'OTAN sur les finances publiques du pays et des pays membres hein, aussi de l'Union européenne, tout autant qu'ils sont. Et je te rends la parole, Fadi. Oh, oui, tu me la rends, mais en tout cas, c'était très important que tu rappelles effectivement, et notamment les fameuses 200 familles sur lesquelles, entre autres, l'historienne Annie Lacroix a tant travaillé, en démontrant très bien les forces du capital et bon, la façon dont elles ont toujours cherché à écraser le mouvement populaire, le mouvement ouvrier, etc. Et puisque et Jean-François et toi avez tendu une perche, si j'ose dire, à Cédric, effectivement, ben, je vais lui donner la parole tout de suite, parce qu'il est vrai que s'il y a bien un secteur. Alors, tous, certes, mais un qui est en particulier dans le collimateur, hein, depuis des années d'ailleurs, c'est le secteur énergétique. Et c'est pas toi qui nous diras le contraire, Cédric, de la part de Satu autant. Non, effectivement, bah, écoute, ouais, merci pour les relais de Jean-François et Thomas. Oui, oui, c'est effectivement, nous, on est un secteur, alors, il n'y a rien d'original, malheureusement, dans la volonté UE-OTAN de démanteler les services publics. Mais en fait, au travers du démantèlement des services publics, c'est quand même le démantèlement de la souveraineté des peuples sur leur outil de production et sur leurs intérêts propres, hein. C'est quand même ça qui est très, très important. Et en fait, je souscris à tout ce qu'ont dit les deux camarades. J'ai juste une petite remarque par rapport à ce que disait Thomas. En l'occurrence, dans l'énergie, nous, c'est absolument pas une concurrence libre et non faussée, c'est une concurrence totalement faussée et absolument non libre. Puisqu'en fait, les traités européens, Jean-François l'a cité sur 96, en fait, il impose à la France et aux pays européens la concurrence dans le secteur de l'énergie. C'est-à-dire que tout simplement, demain, si vous avez, par la force de notre classe sociale, un gouvernement qui revenait aux affaires et qui, par exemple, voudrait imposer une nationalisation, Thomas en a parlé, il serait, dans les structures de l'Union européenne, impossible à mettre en place. Je dis bien impossible. C'est-à-dire que la structure européenne l'empêche d'un point de vue, quand je dis légal, oui, des lois que eux imposent au travers de ces traités-là. Donc, et donc, les conséquences dans l'énergie, je l'ai déjà dit, mais je vais aller très rapidement, c'est-à-dire qu'ils ont créé artificiellement un outil qui ne pouvait pas fonctionner. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont effectivement imposé à l'opérateur historique EDF que les Français ont payé et que Marcel Paul, effectivement, et tous les camarades du Conseil national de la résistance ont mis en place à la Libération pour, en fait, financer artificiellement et donner de son électricité, en tout cas la donner à prix coûtant, à des concurrents qui ne produisent rien. Donc souvent, j'avais donné l'exemple de la boulangerie avec un boulanger qui produit son pain, une boulangerie à côté qui ne produit rien. Et ben, le boulanger qui produit son pain, qui est l'opérateur public français, est obligé de donner 25% de sa production à l'opérateur privé à côté qui ne produit rien pour que ce dernier le revende en spéculant à des usagers devenus clients. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, et on l'avait déjà dit au travers d'interviews que j'avais eues avec les camarades du PRCF, c'est-à-dire que si aujourd'hui, ce qui est pire dans notre secteur, c'est que si l'opérateur public n'existe pas, le marché de la concurrence s'écroule. Et donc, ils ont besoin de rançonner
et évidemment taxer les Français au travers de ce qu'ils ont payé au travers d'EDF, que EDF reste en vie pour pouvoir en fait rincer tous les opérateurs privés qui, eux, vont appliquer la double peine aux usagers et devenus clients, parce qu'ils vont leur refaire payer à des prix exorbitants ce qu'ils ont déjà construit avec effectivement l'argent public issu de l'impôt. Donc, en fait, c'est un système d'une perversité totale qui est en train de mettre d'ailleurs, qui envoie, et je crois que Jean-François, enfin Thomas, pardon, est beaucoup plus spécialiste que moi sur les finances publiques, mais du coup, qui endette artificiellement les entreprises publiques au profit d'opérateurs privés qui ne doivent leur survie qu'à l'opérateur public. Donc, c'est un système, quand on le pose à plat, qui est complètement dingue. Et en plus, la résultante de ce système dans l'énergie, mais comme dans d'autres secteurs, c'est qu'il a comme conséquence, j'allais dire, des politiques désastreuses et une atteinte fondamentale à l'intérêt des peuples et des citoyens. Donc, depuis la concurrence, l'ouverture à la concurrence dans l'énergie, je l'ai déjà dit, mais c'est plus de 100% d'augmentation des prix du gaz pour tous les Français. On est presque à maintenant 90% d'augmentation des prix de l'électricité. Sur les 15 dernières années, c'est 70 milliards qui ont été pillés des caisses des deux opérateurs publics, donc Engie, Ex-Gaz de France et EDF, pour rançonner le capital, enfin, effectivement, les grands propriétaires privés, sur le dos des usagers devenus clients et vaches à lait. J'avais donné l'exemple récemment. Si aujourd'hui, on sortait de la concurrence totalement faussée et non libre imposée par l'UE, et si on reprenait un monopole public au service de la population avec un contrôle démocratique, évidemment, des usagers et des représentants démocratiquement élus des organisations syndicales, aujourd'hui, on diviserait mais immédiatement le prix de la facture par 4 ou 5, puisque à l'heure où je parle, la production publique d'électricité en France revient à peu près à 46 euros le mégawattheure. Et si vous regardez la bourse de l'énergie, le marché de l'énergie, qui est une imposition, une volonté européenne de créer ce marché de l'énergie, vous avez des spéculations qui peuvent monter sur certains jours, parce qu'en plus, les prix sont fluctuants comme une bourse malheureusement classique capitaliste, peuvent monter à 400, 500, 600 euros, 700, voire 1200 sur certaines périodes, alors que le prix de revient, lui, est constant. Pour l'électricité, il est de 46 euros grâce à la maîtrise publique. Donc, en fait, tout le delta, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si un jour, par exemple, sur le marché spot de l'énergie, comme on l'appelle, qui est issu, qui est une construction, un monstre européen, si vous avez eu le prix de ce jour-là d'électricité qui se revend à 800 euros, ça veut dire que l'usager va payer la différence entre les 46 euros qu'il devrait payer et les 800 euros. Donc, je vous laisse faire le calcul. Et c'est là le pillage phénoménal qui est organisé par l'Union européenne et qui empêche, par ses traités et par sa construction et sa structure même, le fait qu'un gouvernement demain, avec une volonté populaire à l'appui, puisse effectivement imposer un système de monopole, et ça, les camarades l'ont tout à fait justement dit, dans le cadre de la construction européenne. Donc, tous les vendeurs de rêves, les magiciens, ou plutôt les sorciers, qui essayent de nous faire croire qu'on peut socialiser l'Europe ou la réformer de l'intérieur, sont des gens soit qui ne connaissent absolument pas leur sujet, soit qui nous mentent et qui sont de mauvaise foi. Il n'y a pas de solution. Donc, effectivement, l'Union européenne, aujourd'hui, dans l'énergie comme ailleurs, est le moyen qu'a fait rentrer le capital dans des structures publiques qui, en plus, répondaient à l'intérêt des usagers, puisque je rappelle que nous, dans l'énergie, quand le monopole public était créé, et Thomas l'a expliqué pour la Banque de France, quand on nationalise la Banque de France, ça permet de reconstruire un pays au service des intérêts et des besoins de la population. Quand on nationalise l'électricité et le gaz et qu'effectivement Marcel Paul arrache à tous les petits spéculateurs privés, dont d'ailleurs beaucoup avaient collaboré avec l'occupant nazi, il ne faut quand même pas l'oublier, on arrive à reconstruire collectivement un outil de production qui est le moins cher d'Europe, qui est le plus efficace, qui a une vraie efficacité sociale, économique, écologique. Donc, c'est une réussite totale. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des partis se réclamant du communisme qui feraient mieux de s'inspirer et de revoir le bilan de ces nationalisations hors Union européenne et de porter effectivement des projets et de les pousser encore plus pour effectivement les mettre au service de la population. Et donc, ça passe nécessairement, et moi j'en conclurai là-dessus, par une sortie pure et simple de l'Union européenne. Et petit exemple dans l'énergie, il y a quelques mois, l'Espagne et le Portugal ont obtenu, au vu de la colère populaire, parce que sous la pression effectivement des masses et du rapport de force engendré par les classes ouvrières de ces pays-là, ont obtenu de façon provisoire la sortie du marché de l'énergie. Immédiatement, je dis bien immédiatement, il n'a pas fallu attendre 1 mois ou 2 mois ou 1 an. Le lendemain, les prix de l'énergie en Espagne et au Portugal ont été divisés par 4 ou 5.
Voilà. Donc, s'il y a quelque chose qui peut être acté aujourd'hui, c'est bien cette nécessité-là. Et je voudrais dire un rappel au moment où le capital, l'Union européenne sont en train de porter, ont fait le choix du fascisme partout en Europe pour maintenir le capital à flot, comme ils l'ont toujours fait au travers de l'histoire. Et Annie, effectivement, au travers de ses récits historiques, nous le rappelle régulièrement. Ils ont choisi, rappelons quand même que tous les partis d'extrême droite votent en masse les traités européens, les traités de libre-échange. Et donc, à tous les ouvriers qui se sont trompés, qui ont été dupés, et qui s'apprêtent peut-être à être dupés par le Front National, n'oubliez jamais que ces gens, au-delà de leur racisme crasse, œuvrent en conscience contre l'intérêt de la classe ouvrière. Ils seront toujours du côté du capital et le capital fera toujours le choix du fascisme par rapport effectivement au communisme ou, comme on le disait en 36, comme il le disait en 36, plutôt Hitler que le Front populaire. Voilà. Ben écoute, c'est assez limpide hein, comme démonstration. Et en plus, la grande efficacité là, de ton intervention, Cédric, c'est qu'elle permet d'embrayer. Je ne suis même pas certain que c'était volontaire, je crois pas, mais ça permet parfaitement d'aller sur la deuxième question que nous souhaitions justement poser. Donc, à la limite, je vais te permettre de conserver le crachoir parce que, bon, tu l'as dit, les marchands de rêve, etc. Et bah, ça tombe bien parce que, enfin, ça tombe bien, façon de parler, puisqu'on voit bien que plus on avance du scrutin le 9 juin prochain, et plus on entend certains affirmer que s'ils sont élus, ils se battront pour reconstruire les services publics au niveau européen, pour renforcer les droits des travailleurs. Hein. Il faut signaler par exemple qu'il y a 2, 3 jours, pas plus, il y a eu un certain nombre de candidats qui ont été invités par la direction confédérale de la CGT pour débattre, et parmi ces candidats, il y avait quand même un certain François-Xavier Bellamy. Et puis, il y avait aussi des candidats Renaissance, PS ou Marie Toussaint pour eux élever. Alors justement, que penser de ces promesses d'Europe sociale, de services publics européens, ce genre de choses? Comme tu étais bien lancé, Cédric, je te rends la parole sur ce sujet. Bah, encore une fois, merci Fadi la passation, mais oui, bon, je pense que c'est des gens qui sont suffisamment informés pour ne pas dire qu'ils se trompent, donc je dirais que c'est simplement des mensonges faramineux qui servent. Et d'ailleurs, moi, je condamne ce genre d'opération de la Confédération de mon propre syndicat. Je pense que les plateaux des milliardaires aujourd'hui sont suffisamment ouverts aux racistes et aux capitalistes pour que quand la première organisation de masse ouvrière se réclamant de classe et de masse organise de tels débats, il n'y a pas besoin d'inviter nos ennemis de classe qu'on entend suffisamment à la télé. On pourrait effectivement peut-être donner la parole à des organisations ou des représentants qui justement ne l'ont pas au travers des médias de masse et puissent en tout cas essayer d'apporter un éclairage différent auprès des masses populaires, auprès des syndicats et des syndicalistes, parce que ce genre d'opération, de mon point de vue, n'aide absolument pas à éveiller les consciences de classe et à faire en sorte qu'on sorte effectivement et qu'on trouve les outils pour lutter, pour se battre et pour trouver effectivement les solutions syndicales et politiques pour sortir de cet engrenage infernal. Alors en plus, il faudra quand même que ces gens-là reviennent sur ce qui s'est passé, non pas il y a 20 ans ou 30 ans, mais ne serait-ce que ces dernières années. Quand nous, dans l'énergie, on a combattu le projet Hercule, par exemple, il faut le savoir, hein, ces mêmes députés ou ces mêmes hommes politiques, y compris libéraux, hein, qui se réclament souvent de la gauche, voire du centre, étaient les premiers à hurler à l'Assemblée nationale il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ans. Il faudrait revoir leurs interventions puis leur rafraîchir la mémoire, puisqu'ils étaient en train d'hurler sur le gouvernement en disant comment se fait-il que l'Union européenne, dans le cadre de la négociation sur le démantèlement d'EDF, par exemple, dans le cadre du projet Hercule, mais ce n'est pas le seul exemple, moi je connais celui-là parce que c'est mon secteur, en fait, ils ne il ne se plaignait pas même pas des prises de position de l'Union européenne, il se plaignait de ne pas être au courant, tout simplement, de ce qui était en train de se tramer entre des représentants du gouvernement qui étaient convoqués par les technocrates de Bruxelles. Je ne parle pas par le Parlement européen, qui n'avait même pas son mot à dire là-dessus. Hein. Je parle par des technocrates qui avaient en charge, donc qui eux n'étaient élus par personne, et qui avaient en charge le dossier Hercule, notamment sur l'énergie, et qui faisaient des feuilles de route de démantèlement d'EDF, en gros, en scindant en démantelant et en saucissonnant l'opérateur public, avec d'un côté la partie rentable qui était donnée au privé, et d'autre côté la partie d'investissement nucléaire et tout qui restait dans le giron public pour que les contribuables payent pour la construction publique et que le capital privé rançonne ces mêmes usagers derrière en leur livrant ce qu'ils rapportaient. Et donc, ces députés, tous bords confondus, hein, peut-être pas l'extrême droite, mais enfin de la droite à la gauche, se plaignaient et hurlaient en disant comment se fait-il que l'Union européenne, en tout cas des représentants de l'Union européenne, sont en train de négocier en catimini
avec 2 représentants ou 3 représentants du gouvernement sur l'avenir de l'opérateur public avec une feuille de route dont aucun député n'avait connaissance. Donc voilà, ça c'est un exemple concret. C'était il y a 3 ans maintenant. Et donc ces gens-là, 3 ans après, reviennent en disant qu'on va pouvoir réformer socialement. Et pourtant, ils se sont mobilisés. Pourtant, pour le coup, il y avait à peu près un consensus à l'Assemblée, au moins pour avoir ces informations-là. Ils ne les ont jamais eues. Et ce qui a enterré Hercule, c'est uniquement le rapport de force de ce qu'ont mis les électriciens et gaziers CGT dans une lutte qui a duré près de 2 ans, avec des grèves extrêmement dures et très suivies, qui ont fini par faire céder le gouvernement. Alors, ils reviendront, hein, ils essayent déjà d'y revenir, mais c'est uniquement ça, et c'est absolument pas les leviers européens de quelques politiques qui a pu actionner, qui auraient pu empêcher le démantèlement d'EDF à ce moment-là. Donc, ça, c'est aussi des choses importantes à rappeler. Et à ma connaissance, je ne vois pas une intervention démocratique, y compris au sein du Parlement, qui aurait au contraint ou modifié les règles européennes depuis des décennies. Ça n'existe pas. Donc, à la rigueur, il y a un peu, peut-être des fois, un petit dépoussiérage qui peut se faire à la marge, mais surtout pas sur le fond. Et y compris, ça faudrait quand même le dire, c'est que les députés européens, et pour qui on est appelé à voter le 9 juin, n'ont aucun impact sur les décisions, sur ce qui se trame, sur les grands dossiers de libre-échange, etc., qui sont discutés dans des commissions ad hoc qui échappent à toute démocratie. Donc, les gens qui veulent nous vendre une Europe sociale avec les fondations d'une maison qui fait en sorte que les leviers démocratiques échappent au peuple, quand les fondations sont pourries, vous pouvez toujours faire les fenêtres, les peintures, ça ne changera pas, la maison, elle s'écroulera. Donc, autant qu'on détruise cette maison-là et qu'on reconstruise effectivement sur des fondations saines et qu'on redonne la puissance à la puissance populaire et démocratique du contrôle de leur avenir et donc des choix politiques, c'est ce qu'on en parlait, des choix politiques qui peuvent aller et qui sont très importants. Je finirai là-dessus. Moi, aujourd'hui, habitant le 93, puisqu'on parlait aussi des services publics plus généralement, je sens qu'on est au bord d'un gouffre, vraiment je le dis sérieusement, d'un gouffre où les services publics qui sont attaqués effectivement depuis des décennies par les directives européennes et par la complicité des gouvernements successifs, dits de gauche ou de droite, sur les 40 dernières années, aujourd'hui, on est en passe d'être privé, mais vraiment privé, dans des secteurs ou dans des endroits du territoire de services publics entiers. Je pense à l'éducation, je pense effectivement à la culture, je pense à la santé, je pense à l'énergie. Dans mon secteur, aujourd'hui, il y a 13 millions de familles en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire c'est des familles, 13 millions, qui ne peuvent plus payer les factures d'électricité et donc ne peuvent plus jouir d'un bien fondamental qui est l'énergie. Et c'est pareil dans la santé, dans la culture, dans l'éducation. Les classes dans le 93, il y a des élèves qui sont privés des années entières, de matières entières, dues effectivement à des politiques de restriction, de destruction de l'école publique, etc. Et donc, je pense qu'on est au bord d'un effondrement, alors que, y compris, et je finirai là-dessus, les instituts les plus à droite ont toujours, par la force des choses, est obligé de reconnaître que les services publics en France avaient, par rapport aux dernières crises, 2008, etc., un formidable outil d'amortissement et de ralentissement des crises capitalistes, parce qu'effectivement, tous les services publics qui étaient encore publics, enfin dignes de ce nom-là, échappaient à la spéculation, étaient tout simplement des embryons de socialisation de la production, hein, de ce pourquoi on œuvre, et qui donc font forcément été même des boucliers protecteurs socialement pour la population. Donc voilà, non, non, moi, et je pense en plus, ça c'est un avis personnel, je pense que ces discours-là aujourd'hui dans la population, en tout cas de ce que je peux voir, hein, voilà, ne sont des discours qui ne sont plus entendables et qui ne sont plus entendus. Voilà. Oui, merci Cédric. Et d'ailleurs, tu le signalais, hein, tu parlais du 93. Nous avions eu l'occasion au cours d'une revue de presse de signaler, par exemple, le combat des enseignants qui ont une cagnotte pas loin de 100 000 euros, voire ils l'ont d'ailleurs dépassé parce que bon, c'est un véritable désastre, hein, ce qui se passe. Et bien entendu, il n'y a pas que dans l'éducation nationale, comme tu l'as rappelé à raison. Bon, en tout cas, toi, on aura bien compris que les marchands de rêves ou de cauchemars, d'ailleurs, plutôt, c'est pas trop, t'y crois pas spécialement, on le comprend parfaitement. Je pense que ce sera un peu pareil pour Thomas, qui peut-être avait-tu vu d'ailleurs cette initiative, hein, effectivement, de la Confédération CGT, hein, de Sophie Binet, et puis au-delà, bon, toutes les anciennes classiques, les antiennes classiques, Europe sociale, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Thomas? Bah, déjà, la première chose, c'est qu'on vit un moment où, globalement, pour tous ceux qui ont voix au chapitre, on va dire, notamment dans la presse aux ordres, il y a un horizon qui semble indépassable. Pour faire de la politique, il faut des élections.
S'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de politique. Alors que c'est pas du tout comme ça marche, la politique. Moi, j'ai un camarade qui me dit, mais la politique, tout le monde en fait, que ne serait-ce que quand on achète sa baguette de pain. Donc, il faut dépasser le cadre, effectivement, des élections. Par exemple, l'année dernière, en 2023, le mouvement des retraites a été, certes, un mouvement syndical, bien sûr, de lutte, mais ça a été un puissant mouvement politique. On a vu d'ailleurs tous les impacts politiques qu'il a pu avoir, notamment sur terminer, je voulais dire, de décrédibiliser complètement le Macronat en France, qui est sorti rincé en fait de cette lutte et qui est sorti rincé politiquement. Hein. Aujourd'hui, on voit bien à quel point il est discrédité. Donc déjà, il y a cet aspect-là quand même moi, qui me chagrine beaucoup dans les différentes pratiques des partis dits progressistes. Et après, quand on examine vraiment là, pour le coup, l'élection qui nous concerne, c'est-à-dire celle du Parlement européen, ce que disait Cédric est absolument juste. Le Parlement est un Parlement fantoche. Il ne sert à rien. Globalement, il n'a pas le pouvoir des lois, il ne peut pas en proposer. Sur le budget, il n'a rien à dire. Enfin, c'est pas un Parlement, ça, c'est assez extraordinaire. Et pour autant, en plus, ce qui s'y passe est quelque part précurseur après de ce qui se passe, notamment au niveau aujourd'hui dans notre pays, où on voit cette espèce effectivement là d'arc qui s'est constitué entre les pseudo-républicains, le Rassemblement le péniste et la Macronie au niveau de l'Assemblée nationale, qui votent ensemble quand même tout un tas de lois. Eh bien ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau au Parlement européen, c'est bien même là, c'est pionnier de voir des votes qui vont du PS, des écolos à l'extrême droite. Ça se voit au Parlement européen depuis des décennies hein, réellement. Faut avoir ça en tête. C'est réellement là-dessus, on est sur quelque chose où le Parlement européen a été précurseur et où l'Union européenne, en fait, a tout le temps été précurseur finalement de cette marche à la fascisation. D'ailleurs, dès qu'il est question d'Europe, on le voit bien, euh, euh, le, le traité établissant une constitution pour l'Europe, on a voté non, on l'a eu quand même. Les Irlandais, donc pour le traité de Lisbonne, ont voté, on les a fait voter 2 fois. Le CETA, aujourd'hui on a le CETA, le Sénat a voté contre, on sait que l'Assemblée nationale va voter contre. C'est un truc qui vient de l'Union européenne, qui a été signé par l'Union européenne en 2017 et qui s'applique à plus de 99, plus de 90% aujourd'hui. Et ça vient encore une fois où de l'Union européenne. Et cet aspect antidémocratique, quand même, il est quand même constitutif aussi de la fascisation qui est en cours en plus de la répression. Et c'est vrai que quand on voit effectivement Bellamy, qui est quand même le parti derrière d'Éric Ciotti, c'est-à-dire du Guantanamo à la française, c'est-à-dire de la dissolution quand même de la France insoumise, c'est deux choses à leur critiquer, mais de là à les dissoudre et à réclamer ça, c'est purement du fascisme, ça, que de dire ça là-dessus. Donc, quand même, c'est très inquiétant d'inviter ce type de personnes. Pareil pour Renaissance. Renaissance, c'est quand même le parti de Macron. C'est le parti de ceux qui éborgnent les gilets jaunes, qui leur arrachent les mains, les yeux. C'est ce parti aussi qui, très récemment, on le sait, la circulaire du Pont-Moretti, qui vient en fait créer un délit d'opinion, qui a par exemple poussé Jean-Paul Delesco, le secrétaire de l'Union départementale CGT de l'UD du Nord, devant les tribunaux et qui a été condamné en première instance sur précisément cette question de la liberté d'expression. C'est quand même très inquiétant d'inviter des gens finalement qui portent tout ça. Après, on pourrait bien sûr aussi parler du Parti socialiste, notamment de Raphaël Glucksmann, qui a été le conseiller de Saakashvili en Géorgie, où il y a une répression terrible, où d'ailleurs Saakashvili aujourd'hui est emprisonné en Géorgie, par rapport à ce qui s'est passé précisément pendant son mandat. Je crois que la Géorgie avait le plus haut taux d'incarcération d'Europe à l'époque de Saakashvili. C'est dire un peu le niveau de la répression qui s'est lissé. Donc, effectivement, ces gens, on a du mal à comprendre en quoi ils font partie, effectivement, d'un espèce d'arc républicain qui est en réalité introuvable. Et surtout, ce n'est pas aux médias de nous dire ce qui est d'extrême droite et qui est d'extrême droite et qui ne l'est pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre Marine Le Pen, entre Emmanuel Macron, entre Éric Ciotti. Il serait temps d'ouvrir les yeux aussi, je crois, sur cette question. Et donc, pour revenir quand même sur le Parlement, sur cette élection, effectivement, c'est quand on voit effectivement, quand on entend qu'a rappelé Cédric, quand on voit en plus l'ensemble des traités européens, que de toute façon le Parlement européen ne peut pas modifier, il modifiera pas la politique monétaire, il ne modifiera pas les traités européens qui sont en vigueur, dans lesquels il y a la concurrence libre et non pressée.
quel est l'intérêt réellement de cette structure globalement qui ne sert à pas à grand-chose, si ce n'est à palper des dizaines de milliers d'euros pour les élus qui y sont. Franchement, on se pose vraiment des questions là-dessus et je pense que voilà, faut arrêter de participer à ça par rapport à tout ce qu'a dit Cédric et que ceux qui nous vendent du rêve de l'Europe sociale, cette Europe sociale est totalement introuvable, elle n'a jamais existé. Quand on entend par exemple la Confédération européenne des syndicats nous vanter Delors, qui était le père de l'Europe sociale, je rappelle quand même que c'est surtout le père de l'austérité en France, Delors. Hein. Donc quand on voit ça, quand on entend tout ça, quand on entend, c'est très bien. Donc tu le disais très bien, il y a Cédric, ces vendeurs de rêves qui sont en réalité des vendeurs de cauchemars. Je pense à tous les ouvriers, moi qui ai vécu dans le bassin minier de Lens, qui se retrouvent au chômage. Je doute fort que leur vente de l'Europe sociale et leur vente de l'Union européenne, bah, ils en veulent toujours moins et sûrement pas toujours plus. Euh, le constat peut-être le plus affligeant en matière d'Union européenne, c'est bah, la première pierre officielle, on va dire, de l'Union européenne, qui est la communauté européenne du charbon et de l'acier. Et ben, quand on se pose 2 minutes et qu'on regarde le résultat, c'est qu'il n'y a plus de charbon et qu'il n'y a plus d'acier en France. Voilà. Non, bon, bah, je crois que c'est assez clair hein, aussi. Merci Thomas. Et je me tourne donc vers Jean-François pour la même question. Alors, Europe sociale, service public européen, je ne suis un peu européen. Bon, bref, tout à coup, avec les listes qui se présentent, il est permis de rêver, Jean-François? Alors, pour une autre Europe, en tout cas, je peux dire que politiquement, syndicalement, nos alliés, quand même, enfin, nos syndicats, hein, mon syndicat plaide pour une autre Europe. Hein. C'était quand même très clair dans le dernier congrès du SNES, par exemple. Bon, donc, votez bien et cette autre Europe sociale, démocratique, va devenir. Alors, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, pour répondre à ta question, mais rebondir un peu sur ce qui a été dit par rapport à la casse, au démantèlement de ce monopole public de l'énergie que nous décrivait Cédric. En fait, l'Europe, quand elle parle de services publics, elle n'emploie pas ce terme-là. Tout à l'heure, je disais, c'est les services, les SIEG, les services d'intérêt économique généraux. C'est-à-dire que c'est quand même l'idée que c'est le marché. Hein. Le marché d'abord, le marché autant que possible. Et l'État si nécessaire, là où ça coince. Donc l'État est sollicité, et il a le droit de le faire, pour donner des compensations financières aux entreprises privées qui auraient des missions de service public et évidemment qui ne feraient pas de bénéfices parce qu'il y a des endroits où ce n'est pas rentable, on le sait. Euh, mais c'est pire que ça, en fait, si on entend bien ce que disait Cédric, c'est que le marché, partout où c'est possible, l'État seulement là où c'est nécessaire, y compris pour, en France, casser les monopoles publics, puisque dans l'idée de service public à la française, il y a l'idée d'un monopole d'État. C'est ça qui disparaît complètement euh, enfin, au niveau européen. Et ce qu'on disait tout à l'heure de l'électricité, on pourrait le dire dans le domaine de la santé, on peut le dire dans le domaine de l'éducation. Enfin, au-delà de ce qu'on a pu penser des différents ministres, et on a été servi quand même dans les dernières années, euh, le principal problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Enfin, donc, on demande aux gens, on s'étonne qu'on n'arrive pas à recruter des profs, mais évidemment, puisque ils sont payés à 1,2 fois le SMIC avec Bac plus 5, ils sont pressés d'aller bosser ailleurs. Bon, donc, premier point, ça c'est pour en remettre une petite couche sur la notion de service public. Ce terme n'existe pas. Il faut se mettre dans la tête que c'est le marché qui doit prendre le relais. Sur la question du déni de démocratie dont parlait Thomas, et cette Europe plus démocratique, on verra ensuite qu'elle aura du mal à être sociale, mais sur cette Europe plus démocratique, alors, ce qui se passe au Parlement, là on voit Van der Leyen qui est en train de faire la danse du ventre devant Giorgia Meloni, c'est quand même consternant de voir que cet arc républicain, il est en train vraiment de virer à l'extrême droite. Je vous rappelle quand même la belle petite formule de Bertolt Brecht qui disait que le fascisme, ce n'était pas du tout le contraire de la démocratie bourgeoise. Hein. C'est son plan B en cas de crise. Hein. Perdez pas ça de vue. Enfin, plutôt Hitler que le Front populaire. Mais Brecht dit ça très bien. C'est pas le contraire de la démocratie bourgeoise. C'est son plan B. Quoi. Donc, on voit bien qu'on est en train de s'orienter vers ça. Alors, quand même, pour
la bonne bouche. Les choix démocratiques, je vous rappelle la formule de Jean-Paul Juncker, qui était en 2000, il répondait aux Grecs en 2015, il était président de la Commission européenne, et il avait eu cette formule, il ne saurait y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Bon, en fait, on le sait bien, 2005, on vote non, c'est pas grave. Il y aura ce que Sarkozy nous avait vendu comme étant le mini-traité, qui est en fait un maxi-traité, celui de Lisbonne, qui aggrave ce qu'on avait refusé en 2005. C'est ça à tous les étages. Et puis, un élément peut-être qui est intéressant aussi, c'est que le modèle libéral, hein, on parle de néolibéralisme, très bien, mais il a une originalité quand même que je souligne. Alors là encore, même chose, c'est des trucs qu'on trouve développés dans les colonnes du Monde diplomatique et ailleurs, mais le libéralisme anglo-saxon qu'on connaît bien, puisque c'est de là que ça part, enfin, les Adam Smith, etc., au XVIIIe siècle, et puis des gens plus radicaux comme l'école de Chicago, Hayek, etc. Enfin, il y avait cette idée que le marché est naturel et que du coup, il faut le moins d'État possible pour le laisser faire. Bon, nous, on est quand même dans un modèle un peu à l'allemande, enfin, c'est même carrément à l'allemande, et c'est ce que les Allemands appellent, depuis, en fait, avant la Seconde Guerre mondiale, l'ordolibéralisme. Et l'ordolibéralisme, ordo pour normes, règles, c'est un libéralisme dont on considère qu'il n'est pas naturel et qu'il a besoin pour s'étayer de l'artifice d'un ordre de normes, d'un ordre normatif. Et que du coup, le rôle politique, le rôle des États est complètement réduit à être les gardiens de ces règles, un peu les arbitres en quelque sorte d'un match dont ils n'auraient plus la possibilité d'écrire les règles, quoi, le règlement. Donc voilà, on est politiquement condamné à être dans cet arbitrage d'un ordolibéralisme qui, de toute façon, se joue ailleurs. Et dans cet ordolibéralisme, alors on dit que c'est d'inspiration kantienne, etc. Bon, il y a évidemment l'idée que faut absolument lutter contre l'inflation. Alors, on nous dit que c'est parce que les Allemands ont été traumatisés par une hyperinflation qui aurait généré le fascisme et le nazisme. C'est probable, hein, mais enfin, c'est sûr. Mais l'inflation, c'est aussi très mauvais pour le revenu du capital versus le revenu du travail, quoi. Donc, en fait, c'est pas que pour nous protéger du fascisme, hein, qu'on lutte contre l'inflation. Sur le plan de cette Europe sociale, le traité de Lisbonne, donc ce traité qui va accoucher du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il a un objectif qui est, alors le mot est succulent, hein, c'est l'objectif de ce traité actuel, donc c'est une économie sociale de marché. Voilà. Alors là, il y a des cercles carrés, mais il y a des économies sociales de marché. Euh, donc ça veut bien dire quand même ce que ça veut dire, parce que on est persuadé que le marché, dès lors qu'on préserve la concurrence libre et non faussée, enfin, sauf quand il s'agit de casser les monopoles d'État en France, mais fait bien les choses, et que si on arrive à lutter contre l'inflation, si on arrive si les États jouent leur rôle d'arbitre, hein, de gardien de ces dogmes du libéralisme qui sont gravés dans le marbre des traités, enfin, donc en gros, vous pouvez mettre n'importe quel pouvoir en place, il est gardien de but, et enfin pas gardien de but, il est l'arbitre d'un match de foot, et s'il nous dit qu'il va être élu pour jouer au basket, non, il est élu, mais il jouera au football, parce que les règles du jeu, c'est le football, c'est pas le basket, hein. Donc en fait, les règles de cet ordolibéralisme, elles sont au-dessus des États. Et cette économie sociale de marché, ce qui est inquiétant, c'est que la Confédération européenne des syndicats, donc celle quand même qui nous chapeaute, nous tous, hein, dans nos syndicats respectifs, on sait bien, la CGT, elle en est. Bon, si on voulait le dire brutalement, c'est une machine à CFDtiser le syndicalisme, à faire du syndicalisme européen un syndicalisme réformiste, d'accompagnement. L'Europe, d'ailleurs, c'est pas compliqué. Politiquement, ça nous cantonne à des sociodémocrates. Alors, il y a des gens à gauche qui l'assument. Et d'un point de vue syndical, ça nous cantonne à prôner alors cette économie sociale de marché où le rôle du syndicalisme, là, je me tourne vers le congrès de la CES, c'était le congrès de 2023 à Berlin. La CES fêtait ses 50 ans. Donc, c'est intéressant de voir ces textes parce qu'elle nous dit que le dialogue social va être la méthode. Donc, exit la lutte des classes. On n'est plus dans la lutte des classes, on est dans le dialogue social, comme s'il y avait un dialogue social. Bon, il y a des conflits d'intérêts qui se jouent entre les classes sociales. Quand on parle de dialogue social, on est dans une fable. Mais c'est ça. Le maître mot de Jacques Delors, enfin, c'est cette idée que le syndicalisme va socialiser, enfin,
donner une dimension sociale à cette économie de marché dont on ne remet pas en cause les fondamentaux par un dialogue social. C'est magnifique. Donc, soyons réformistes. Et je termine sur une métaphore, puisqu'après tout à l'heure, Cédric prenait la métaphore, l'image de la maison. L'Europe nous fait quand même penser à une espèce de méga bassine d'eau tiède, si je puis dire, ou une baignoire d'eau tiède. Les syndicats euro, euroconstructifs nous disent qu'on va réchauffer cette baignoire d'eau tiède, sauf que cette baignoire se refroidit parce qu'elle est gelée par l'eau glaciale du marché. Le marché, c'est glacial. Et que si on ajoute à ça le dumping social qui fonctionne à plein régime et, dernier point, les promesses d'élargissement d'une certaine gauche, mais je me souviens de la formule de la présidente de l'Assemblée nationale, Brown-Pivet, qui disait qu'il y avait, alors elle employait une expression un peu surprenante, un impératif catégorique à s'élargir. Impératif catégorique, c'est qu'ancien ça comme expression. C'est un tu dois, hein, mais ce n'est pas un tu dois négociable, c'est un absolu. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Il faut donc élargir l'Europe. Oui, bah dans une Europe à 35, vous allez voir ce que ça donne, le dumping social, et la baignoire sera glaciale. Voilà. Oui, eh ben, raison de plus pour réchauffer l'atmosphère, hein, finalement, vu ce que tu viens de dire à raison, hein. Merci Jean-François. Et là aussi, bon, bah, comme pour la question précédente, on va en arriver à la dernière question donc, de cet entretien pour vous trois. La question, bon, c'est finalement de sortir de cette baignoire en quelque sorte, de réchauffer l'atmosphère, surtout pour les travailleurs, parce qu'on se rend bien compte hein, comment il est très difficile, hein, ça a été dit. Cédric a utilisé une expression que d'ailleurs moi-même j'ai eu l'occasion d'utiliser également dans d'autres entretiens, à savoir celle de concurrence non libre et faussée pour les travailleurs en tout cas, hein, pour les capitalistes, vous, vous doutez bien que ce n'est pas un problème. Et bien justement, Jean-François, je reviens vers toi parce que tu en as parlé un petit peu de tous ces aspects de traité. Tu as évoqué l'article d'Aurélien Bernier et c'est l'objet de la dernière question quelque part. Parce que au moment où le redemantèlement des services publics et des conquêtes sociales s'accélère, dans le cadre de ce dont on ne parle pas d'ailleurs quasiment dans les grands médias, le saut fédéral européen, est-ce que la désobéissance au traité et la participation au scrutin du 9 juin prochain pour défendre une Europe sociale, ça peut être une solution, ou est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin en délégitimant et en rompant franchement et totalement avec l'axe UE-OTAN. Et déjà, en délégitimant fortement cet axe le 9 juin prochain, comme l'appelle le PRCF, à travers notamment le boycott. Quel est ton avis là-dessus, Jean-François? Alors, si on prend la question, donc désobéissance ou rupture, quoi. Enfin, en gros, qu'est-ce qu'on Oui. peut penser de cette stratégie de la désobéissance qui est au cœur du programme de la NUPES, dont je vous invite quand même à regarder de plus près son chapitre 8, parce il abordait cette question-là. J'en ai même un petit morceau à vous lire si vous voulez bien, mais c'est intéressant parce que globalement, les gens progressistes se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans les formations politiques de la NUPES, même si nous, on est un petit peu en désaccord avec ça. Et ce programme, donc, on est en 2022, disait ensemble nous voulons, donc le chapitre 8 sur la question de l'Europe, hein, ensemble nous voulons faire bifurquer les politiques européennes vers la justice sociale, l'écologie, le progrès humain et le développement des services publics. Donc, comment on fait cette bifurcation? Donc, on est embarqué dans l'Europe, on va juste un petit peu essayer de l'infléchir. Nous sommes lucides, dit le texte, certaines de ces batailles nécessitent de renégocier les traités et les règles européennes actuelles, car si certaines règles européennes sont des points d'appui, chacun constate aujourd'hui à quel point d'autres, et non des moindres, ah bah oui, excusez du peu, sont en décalage avec les impératifs de l'urgence écologique et sociale et constituent de sérieux blocages. Nous y voilà. Blocage à la mise en œuvre de notre programme. Autrement dit, on a un programme de gauche, mais ça bloque. Alors, qu'est-ce qui bloque? On liste hein, les traités de libre-échange, les traités de l'UE, donc les fameux deux traités qui découlent du traité de Lisbonne de 2007, et dans lesquels la concurrence libre et non faussée est rappelée comme étant un pilier. Le statut de la Banque centrale, le pacte de stabilité, sa règle d'or des 3%, etc., etc. Donc, c'est-à-dire toute l'Europe, quoi. Enfin, qu'est-ce qui bloque? Tout. C'est pas compliqué. Tout bloque. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? En conséquence, termine le texte, il nous faudra être prêts à ne pas respecter certaines règles.
Ah bah oui, là, ça va être un minimum. Du fait de nos histoires, alors évidemment, ça va du PS à la France insoumise, nous parlons de désobéir pour les uns, de déroger de manière transitoire pour les autres, etc. etc. Bon. Alors, l'argument de Jean-Luc Mélenchon, qui était celui de 2022, que rappelle Aurélien Bernier, enfin, c'est un article que vraiment, enfin, on vous le recommande, c'est le Monde Diplo du mois de mai, l'avant-dernier, donc. En 20 ans, fait remarquer Mélenchon, la règle d'or, donc la règle d'or des 3%, a été violée 171 fois, dont 7 fois par l'Allemagne. Voilà ce que dit Mélenchon. Donc, il n'y a pas eu de sanction. Donc, on peut désobéir, c'est nécessaire et c'est même légal. Alors, quand même, il oublie de dire que quand on a suspendu cette règle d'or, c'était collectivement. C'était à l'occasion notamment du Covid, et c'était pour soutenir l'économie, c'est-à-dire le revenu du capital. Donc il n'y avait pas trop de problèmes pour désobéir à ce moment-là. Par contre, quand il s'agit pour un pays, pensez à la Grèce, hein, comment ça s'est terminé en 2015, hein, bon, bah, nous, ça sera pareil, enfin, ça serait pareil. Transgresser individuellement, unilatéralement, ces règles dans un programme socialiste qui serait cette fois-ci défavorable au capital, bah, on en reparlera. Mais il faut peut-être aller plus loin, effectivement, parce que ça risque de ne pas être facile. Alors, donc, il y a, pour que cette Europe soit plus démocratique, plus sociale, etc., un double verrou. En fait, un verrou juridique et un verrou politique. Le verrou juridique, Bernier montre bien qu'il n'est pas seulement européen. Il est européen, ça on le sait tous. Ça peut se terminer très vite devant la Cour de justice de l'Union européenne qui siège au Luxembourg. Bon, donc ça se termine devant la Cour européenne de justice. Si cette Cour est saisie par un État qui porterait plainte contre la France ou saisie par la Commission européenne, elle peut saisir cette juridiction européenne. Mais, et ça, moi, je n'avais pas vraiment repéré à quel point la législation française, mais les normes fondamentales, puisque là, il s'agit, enfin, Bernier nous dit très clairement que c'est le Conseil d'État qui serait le premier à attaquer s'il était saisi par un particulier. Donc, ça va même pas besoin du verrou juridique européen. Le verrou juridique français suffit. Et là, il explique comment, en 50 ans de jurisprudence, bon, d'abord la Cour de cassation, puis plus récemment le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont dérivé vers une assimilation du droit européen et même une obligation pour le droit français de se soumettre au droit européen, sauf quand même à respecter cette entité un peu étrange que j'évoquais tout à l'heure. Ils appellent ça, le terme est un petit peu bizarre, j'ai plus la citation sous les yeux, mais bref, enfin l'esprit de la Constitution euh, française. Bon. À ce double verrou juridique s'ajoute un verrou maintenant qui pourrait être politique, et c'est la question du sceau fédéral. Euh, alors, ce sceau fédéral, il est le fruit euh, d'une délibération, d'une résolution du Parlement européen hein, qui remonte au mois de novembre de l'année dernière, c'était le 22 novembre, et une semaine après, le Parlement français emboîter le train et faisait adopter également cette résolution qui demande ni plus ni moins une révision des deux traités issus du traité de Lisbonne et pour aller vite, pour généraliser le vote à la majorité qualifiée, non plus à l'unanimité. Donc en faisant sauter le verrou là, de politique du vote à l'unanimité, on prive un État d'un droit de veto, puisque l'unanimité, il suffit qu'il y ait un État qui dise non et c'est non. Bon, donc, alors on nous dit quoi? On nous dit, mais enfin, 80% des décisions en Europe sont déjà à la majorité qualifiée, puisque vous vous emmerdez, c'est pas un saut fédéral. Enfin, on ne fait que aller vers un peu plus de majorité qualifiée et un peu moins, voire plus du tout, d'unanimité. On est dans une différence du plus vers le moins, et donc on nous fait le coup c'est une différence de degré, c'est pas une différence de nature. Et c'est là encore que c'est intéressant d'avoir un tout petit peu des notions dialectiques, excusez d'utiliser ce gros mot, mais tout à l'heure je vous disais, sortez de la pensée unicausale ou unifactorielle, sinon on va se faire avoir, on ne comprend rien et on se fait tout de suite tacler dans une argumentation. On a des interactions
et donc une interaction, c'est une action réciproque, elles s'enchevêtrent les unes dans les autres et tendanciellement, elles vont toujours dans la même direction. Bon. Mais cette fois-ci, la notion de saut fédéral est un saut qualitatif. Un saut qualitatif, c'est facile. Pensez au réchauffement climatique. Vous rajoutez un petit degré en plus et un petit degré en plus, bah, ce n'est pas seulement un petit degré en plus, c'est-à-dire une petite différence de degré, une petite différence de quantité. Vous changez de modèle climatique de la planète. Saut qualitatif. Il y a ça partout dans la nature. Donc les scientifiques connaissent bien, les philosophes marxistes, évidemment, sont très attentifs à ça. Et le saut fédéral est un saut de cette nature, c'est un saut qualitatif. Et donc, on ajoute au verrou juridique qui est national et européen un verrou politique. Alors on nous dit, bah oui, mais justement, on va pouvoir se embarquer l'Europe dans un projet socialiste. Ah oui, d'accord, avec Van der Leyen et Giorgia Meloni, ça donne vachement envie de faire sauter ce verrou. Quant au va-t-en-guerre qui font quand même la majorité, on est quand même pas forcément en situation de force pour dire on va rafler la mise et l'Europe à 35 sera beaucoup plus réjouissante. Donc ce choc de la désobéissance en quelque sorte que nous propose, pour parler comme les macronistes, en gros la NUPES nous propose, ou la LFI nous propose un choc de la désobéissance en disant oui mais si c'est la France qui désobéit, ça va faire... Ben, là je pense qu'il faut être honnête et dire que si on ne va pas jusqu'à prendre à mettre sur la table le risque d'une rupture, enfin, c'était en gros ce que disait Mélenchon en 2017, hein, l'Europe on la change ou on la quitte, s'il n'y a pas ce on désobéit ou on n'est pas seulement dans une transgression de la règle, mais dans une subversion des règles, parce qu'en gros c'est ça la politique transgressive, bon c'est gentil, quoi, mais on désobéit à une règle dont on ne remet pas en cause l'existence. Là, il faut carrément passer de la transgression à la subversion. Et là, c'est une autre politique que cette politique de la désobéissance. Je termine juste sur une remarque. Le vote fonctionne, on le sait, depuis Jean-Jacques Rousseau, excusez encore cette référence, mais que quand on vote, c'est un 2 en 1 le vote. Hein, on vote pour tel ou tel candidat, bon, ça c'est. Mais il y a un vote implicite dans le vote explicite qui est l'adhésion à l'ordre politique qui organise ce vote, à la structure politique qui porte cette consultation populaire. Et c'est ce que Rousseau appelle le contrat social, excusez du peu. Donc, en votant, à la limite, Macron, on peut prédire que le soir des résultats, même s'il se prend un râteau, il va se réjouir. Ils vont se réjouir, ces gens-là. Parce que ceux qui. Enfin, ils vont se réjouir si l'abstention recule. Évidemment, si l'abstention augmente, ça va être moins facile. Parce que pour eux, le plus important, c'est pas qu'on vote pour eux ou pour. Enfin, c'est que finalement, le taux de participation progresse pour légitimer l'appareil. Donc, faire attention quand même, parce que là, dans les votes, hein, il y a à peu près un vote sur 5 qui va partir à la poubelle, parce que toutes les listes qui ne feront pas 5%, ça dégage. C'est une spécificité française, parce que ce n'est pas dans tous les États, au moment du vote, il y a des États pour lesquels ça ne fonctionne pas comme ça. L'Allemagne, je pense, en particulier. Bon, donc nous, ça veut dire que tous ceux qui vont se faire plaisir en disant oui, bon, bah, c'est le vote, un vote de conviction, tous les votes qui sont en dessous de 5%, ça part à la poubelle, ça représente presque 20%, en tout cas, c'était le cas au dernier scrutin. Bon, donc, en fait, tous ces votes ne vont pas tout à fait partir à la poubelle, parce que ce 2 en 1 dont je parlais tout à l'heure vont légitimer cette construction européenne qui s'apprête à effectivement sauter démocratiquement dans le vide. Voilà, merci. Bien, ben merci, ça fait une conclusion très claire et nette qui me permet de passer le crachoir là de nouveau à Cédric. Donc voilà, hein, l'alternative c'est simple, désobéissance, possibilité d'espérer changer quoi que ce soit en participant à ce scrutin, ou alors délégitimation franche, claire, pour aller vers ce dont tu parlais d'ailleurs, sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN et bien sûr du capitalisme, parce que nous sommes communistes après tout. Hum. Bah, je dirais que oui, Jean-François a parfaitement résumé, c'est-à-dire que quand il parle je crois, de subversion, oui, c'est à la subversion qu'il faut arriver. Donc, si on arrive à la subversion, c'est à la sortie. Et donc, à ma connaissance, j'ai pas lu tous les programmes, mais effectivement, c'est plus quelque chose, en tout cas, qui est avancé. Et puis, de toute façon, ce qui est assez intéressant dans ce qu'il nous a lu, c'est qu'en fait, si vous faites le constat qu'il va falloir transgresser des règles, c'est déjà que vous inscrivez, vous avez conscience que les règles qu'on vous impose ne sont pas les bonnes. Donc, si je reprends son allégorie de tout à l'heure, changeons tout de suite de sport, quoi. Arrêtons le foot et passons au basket. Donc, voilà. Alors après, moi, je vous le dis, je ne le cache pas, nous, on en discute beaucoup aussi avec les copines et les copains dans nos syndicats, sur le terrain.
je pense qu'aujourd'hui, moi, je vais juste faire ce constat-là, parce que je ne veux pas donner de leçons, on peut aussi se tromper. Effectivement, je pense qu'il y a aujourd'hui, en tout cas, ce qui est plutôt positif, je dirais, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui se rendent compte de la nocivité de la construction européenne, de son essence même antidémocratique, et donc qui sont tout à fait lucides et conscients, comment dirais-je, de l'inefficacité, en tout cas de l'impossibilité de réformer l'Europe de l'intérieur. Alors après, il ne faut pas l'édulcorer. Jean-François, il a raison quelque part quand il dit que même si on vote, en tout cas en âme et conscience, en disant je vais voter pour une liste contre l'Europe ou tout, il y a aussi ce côté-là, et là-dessus, je souscris totalement avec lui, où quelque part, on légitime quand même ce scrutin parce qu'on y participe. Ceci étant dit, moi, dans les discussions que je peux avoir aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des gens, alors à tort ou à raison, je ne vais pas le juger ici, mais qui vont s'exprimer, alors soit par le boycott, soit par le vote, mais pas du tout sur la question européenne, mais plutôt sur des questions peut-être y compris par rapport à des problèmes de politique intérieure, de politique internationale. La question de la Palestine aujourd'hui est très prégnante. Et au vu de la violence qui est opposée aujourd'hui à certains représentants, je pense à la LFI, moi je sais qu'il y a beaucoup de camarades qui en tout cas vont voter LFI non pas par adhésion au programme de LFI ou à la volonté de réformer l'Europe de l'intérieur, mais tout simplement pour marquer un soutien par rapport aux positions qu'on peut quand même reconnaître au moins là-dessus courageuses ces dernières semaines, par exemple, sur la question de l'autodétermination des peuples anticoloniales, anti-impérialistes. Et donc, je parle côté Palestine. Après, je voulais quand même dire un mot, moi, sur l'OTAN, puisque c'était aussi le sujet. J'ai pas eu le temps de m'exprimer trop rapidement là-dessus. Euh, L'OTAN, effectivement, aujourd'hui, dans l'analyse, et effectivement, je trouve que c'est très bien posé par le PRCF et par toi, Fadi, c'est-à-dire que c'est intimement lié à la construction européenne. Et donc, l'OTAN, il faut quand même le rappeler, je crois que les copains en ont parlé tout à l'heure, mais ils sont en train de nous préparer, effectivement, la possibilité d'une troisième guerre mondiale. Donc, c'est à nos portes, hein, avec un risque terrible effectivement, parce que c'est toujours la classe ouvrière qui va servir de chair à canon dans ce genre de règles et de vie. Et donc, par exemple, je parlais de la problématique en Palestine, mais si je prends ce qui se passe en Europe, pour le coup, moi, je n'appelle pas ça une faute, hein. Il y a des trahisons. Il y a une trahison qui a été effectuée par des partis se réclamant du communisme et autres, en votant notamment récemment et en raffirmant dans le cadre de la campagne européenne, par exemple, d'aller financer les armes pour les nazis ukrainiens soutenus par l'OTAN dans une guerre par procuration des États-Unis contre la Russie. Alors encore une fois, quand je dis ça, je préfère préciser, parce que maintenant, il faut toujours préciser. Quand on dit ça, toujours, tout le monde nous dit, ah, vous êtes un pro-Poutine. Non, non, je ne suis pas un pro-Poutine. Moi, je sais ce que Poutine a dit sur les communistes et l'avis qu'il a sur le communisme. Donc, pour moi, c'est un ennemi politique. Ceci étant dit, si je suis lucide sur la situation là-bas, si l'OTAN n'est pas là, si l'OTAN ne pousse pas et n'utilise pas le peuple ukrainien, d'ailleurs, Zelensky trahit son propre peuple en faisant de l'Ukraine l'arrière-cour de l'OTAN avec tous les risques que ça comporte. Et je dirais quelle grande puissance accepterait aujourd'hui qu'à ses portes, il y ait un pays qui entre guillemets, fasse soit l'antichambre d'un pays ennemi et qui en plus, pour le coup, enfin je vais le dire quand même, hein, le premier pays impérialiste au monde qui a répandu ses bases partout dans le monde, et on peut le constater encore aujourd'hui, et qui a provoqué les conflits les plus destructeurs à travers le monde, c'est bien les États-Unis, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que dans le biais de la construction européenne liée à l'OTAN, on a des pays qui agissent y compris contre leurs propres intérêts, même capitalistes. C'est ça qui est le pire dans la contradiction du capital. Si vous regardez l'Allemagne, par exemple, qui avait un vrai marché avec la Russie, euh, et je lisais un article il n'y a pas longtemps où certains grands patrons, grands capitaines d'industrie allemands commençaient à gueuler en disant eh, c'est bien, c'est la politique de l'Allemagne, vous êtes en train de vous aligner sur les intérêts capitalistes états-uniens qui ne sont pas les intérêts capitalistes allemands, en tout cas les primaires. Donc en plus, il y a la contradiction qui s'exerce au sein du capital. Et donc vous avez aujourd'hui des pays qui, dans le cadre de l'Union européenne et dans le cadre de l'adhésion à l'OTAN, œuvrent en conscience, y compris contre leurs propres intérêts économiques. Donc c'est quelque chose, il suffit de regarder notamment ce qui s'est passé avec Nord Stream, effectivement, en Russie, et l'impact que ça a aujourd'hui sur notamment l'Allemagne et l'économie européenne. Donc, oui, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, je m'inscris et je leur dis dans une politique de rupture avec ça. Effectivement, je pense qu'on est dans une phase tout à fait particulière et évidemment que la solution, et ça pour moi, en tout cas, c'est une conviction que j'ai depuis maintenant des années, passe forcément par la sortie de l'Union européenne
et par la reconstruction d'autres choses. Alors souvent, on nous dit, puis je vais finir là-dessus, ah ouais, mais il y a quand même l'Europe, c'est aussi la solidarité entre les peuples. Oui, mais cette Europe-là, elle n'est pas du tout solidaire entre les peuples. Et je rejoins les copains qui disaient que c'est une Europe au service du capital, qui est absolument pas une construction de fraternité européenne. Et moi, par exemple, d'un point de vue économique, y compris en termes de modification, je ne crois pas à un changement mondial d'un coup, y compris révolutionnaire, communiste. Ça n'existe pas, ça ne fonctionnera pas comme ça. C'est bien au travers des États et de leur souveraineté qu'on arrivera, en tout cas on l'espère, à œuvrer en conscience pour ce changement-là qui pourra avoir des répercussions après dans le cadre de coopération entre les peuples sur des pays voisins et des pays frères. Ça oui, ça j'y crois. Donc effectivement, la construction européenne est tout autre et je finirai là-dessus. C'est que tous les combats syndicaux que l'on a menés, Thomas le rappelait tout à l'heure, sur les retraites, que l'on mène sur les salaires, tout ce que la classe ouvrière va pouvoir obtenir dans le cadre de la lutte de classe, et c'est de l'argent pour pouvoir reprendre au capital et à l'économie de guerre qui est faite actuellement pour former effectivement et alimenter les guerres impérialistes et qui en plus auront comme conséquence d'envoyer les gamins d'ouvriers en chair à canon, ça a toujours été le cas sur les champs de bataille au service de l'impérialisme. Donc effectivement, je pense que la situation est peut-être encore plus grave et encore en train de se durcir parce que le capital, et ça c'est mon avis, étant de plus en plus contesté, même dans sa structure même. Hein, la non-adhésion au capital aujourd'hui dans les pays occidentaux est quand même, en tout cas, prendre l'ampleur simplement. Et c'est aussi ça une faute terrible au travers de l'histoire, c'est que les partis dites gauche ou révolutionnaires devraient effectivement pousser vers effectivement ces objectifs de sortie totale, etc. Car là, en tout cas, on offrirait une vraie alternative à la classe sociale, aux classes populaires, et ça leur éviterait de tomber, parce que la chute, elle va avoir lieu simplement actuellement. Comme cette offre-là n'existe pas et cette perspective-là n'existe pas, en tout cas à grande échelle, il y a effectivement un repli et donc la tentation d'aller vers le fascisme, qui est effectivement le plus grand leurre en tout cas pour les ouvriers, ceux qui y croient et qui auront des réveils extrêmement douloureux et difficiles. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec les camarades, le fascisme était le plan B du capital, son plan le plus extrême, mais qu'il a toujours utilisé en cas de crise. Et donc, à nous de proposer des solutions radicalement différentes, alternatives, et qui passent forcément par la sortie impérative de l'OTAN et la sortie impérative de l'Union européenne. Voilà. Merci Cédric, et bien entendu de l'euro, car ça fait partie de l'Union européenne. Tout ceci ouvrant la voie à la rupture avec le capitalisme. Alors tu as évoqué, hein, d'ailleurs, et ça va me permettre de passer la main à Thomas pour finir cet entretien très passionnant avec vous trois, hein, je vous remercie déjà d'avance. Bon, bah, le fait qu'effectivement, il y a le sujet, c'est vrai, palestinien, dont on a déjà eu l'occasion de parler dans d'autres vidéos et dont nous continuerons de parler, qui explique qu'il y aurait peut-être la tentation, effectivement, d'aller mettre un bulletin, quel que soit ce bulletin. Là, tu parlais de LFI notamment. Et forcément, bah, ça peut poser la question dès lors du risque indirect, même si on comprend que ce n'est pas du tout la motivation, hein, comme tu l'as indiqué, de ces camarades-là, bon, du risque indirect, malgré tout, de légitimer ce machin-là qu'est l'UE-OTAN, car on sait très bien que, bah, en fait, le soir des résultats, le premier résultat qu'ils vont regarder, les types, c'est quelle est la participation. C'est peut-être ça aussi le risque, hein, finalement. Bon, alors après, on aura le temps de passer à autre chose derrière, mais malgré tout, on sait tous que c'est un chiffre qui est toujours très scruté. Alors justement, Thomas, qu'est-ce que tu en penses, toi, là-dessus? Bon, désobéissance, je pense qu'on aura compris que tu seras certainement dans du plus gros. Mais là, est-ce qu'il faut délégitimer immédiatement, tout de suite, dès le 9 juin, fortement, massivement, ce truc, ce machin qui est lui autant, avec lequel il faut rompre radicalement et totalement et urgemment, comme vient de le dire Cédric? Ouais, tout à fait. C'est vrai que je buvais les paroles là, de Cédric, sa dernière intervention. Euh, il y a, en fait, euh, on nous fait beaucoup de belles promesses. On nous dit avec l'Europe, ça va aller beaucoup. D'accord, ok. Mais il y a déjà eu ces belles promesses qui sont arrivées au pouvoir. Et on a vu ce que ça a donné. Ça a été en Grèce, ça a été Tsipras. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait beaucoup de belles promesses, la retraite, les services publics, etc. Hein, au moment de l'austérité qui frappait la Grèce, qui était imposée par l'Union européenne, le FMI et la Banque centrale européenne. Il est arrivé au pouvoir. Il y a eu un nouveau paquet d'austérité qui a été imposé aux Grecs. Il a fait un référendum. Ce référendum a été la question, donc c'était les Grecs qui sont prononcés contre cette austérité. Et c'est là que Jean-Claude Juncker a fait cette fameuse phrase que citait tout à l'heure Jean-François, qui est il ne saurait y avoir de choix démocratique contre les traités européens.
Elle dit tout, cette phrase. Elle dit absolument tout. Elle dit que de toute façon, vous pouvez faire tout, vous pouvez voter comme vous voulez au niveau européen, même dans votre pays. C'est soit vous prenez l'Europe finalement telle qu'elle est, ou soit vous en sortez. C'est ce qu'il dit en fait à ce moment-là, Juncker. Il dit rien d'autre que bah, sortez si vous n'êtes pas d'accord avec les traités. C'est ça qu'il vient dire. Donc au final, euh, quand on dit ça, et donc c'est ce que n'a pas fait en l'occurrence Tsipras, il est resté dans l'Union européenne et il a imposé l'austérité, à nouveau, une nouvelle couche d'austérité au peuple grec. Derrière, il s'est fait jeter de son mouvement Syriza et globalement, ça a propulsé la droite et l'extrême droite en Grèce parce que quand la gauche déçoit, forcément, ça aboutit toujours à ça. Donc, c'est en plus, vecteur, hein, toujours pareil, de la montée du fascisme. Donc, il n'a jamais été clair là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait campagne, effectivement, pour que la Grèce sorte de l'Union européenne ou quoi que ce soit. Non, non, c'est des belles promesses dans le cadre de l'Union européenne. Et donc, on voit bien où mènent ces politiques et où mènent ces belles promesses. Elles mènent forcément à une trahison. Il faut être clair dès le départ. Il faut dire dès le départ si oui ou non on va rester dans l'Union européenne. C'est une condition nécessaire pour pouvoir faire une politique de gauche. Elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante, effectivement. Il faut aussi que cette sortie de l'Union européenne, elle se fasse sur la porte de gauche, que ce soit un Frexit progressif. Et donc, quand on regarde un peu ce Parlement européen, à quoi il sert? À rien. On l'a dit, il sert globalement strictement à rien. Donc pourquoi aller voter? Ça ne sert strictement à rien. Ça ne va rien changer. D'autant plus que si on regarde quand même toujours sur les élections européennes, l'abstention est toujours très forte. Et c'est qui s'abstient? Qui s'abstient? C'est les classes populaires. C'est les classes populaires. Ce sont les ouvriers, ce sont les employés qui s'abstiennent massivement et spontanément à cette élection. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris quand tous les jours vous allez au boulot en vous demandant si votre entreprise elle va délocaliser ou pas, elle va délocaliser où? Pas la Chine, hein. Ok, on pourra en discuter aussi, mais et ça délocalise beaucoup dans l'Union européenne, dans ce qu'on appelle les pays à bas coût, là, hein. Cette fameuse expression qui veut dire le moins-disant social en réalité et des conditions d'exploitation terribles. C'est ça, c'est dans l'Union européenne que ça se fait, hein. Et les ouvriers doivent lutter contre ça tous les jours. Et eux, ils voient concrètement tous les jours ce que ça fait. Ils vont pas voter. Donc autant politiser cette abstention pour lui donner un sens, pour lui donner du concret, pour venir mettre des mots sur ce que ressent toute une partie de la population dans le pays et notamment des couches populaires. Donc il est absolument important effectivement de boycotter cette élection, d'autant plus que, comme l'a évoqué tout à l'heure Jean-François, il y a le sceau fédéral en gestation, hein, avec les résolutions qui ont été adoptées. Il faut préciser ce que c'est. Globalement, ce qui va se passer, ça veut dire que demain, il n'y a plus de droit de veto des pays sur les décisions qui seront prises. Globalement, aujourd'hui, les décisions doivent se prendre à l'unanimité. Demain, elles se prendront à la majorité des 27 pays de l'Union européenne. Ça veut dire que si demain, vous avez une majorité de pays, une vingtaine de pays qui décident de la retraite à 70 ans, c'est la retraite à 70 ans dans les 27 pays de l'Union européenne. C'est ça que ça veut dire. Si demain on décide que le SMIC, eh ben, finalement, c'est 150 euros dans l'Union européenne, demain le SMIC, c'est 150 euros dans l'Union européenne. C'est ça qui est en train de se jouer réellement. Et ce projet, effectivement, il n'est pas encore, on n'en a pas encore accouché. On en parle tout doucement. Glucksmann en parle énormément, mais il faut comprendre déjà qu'il y a déjà des résolutions du Parlement européen, il y a déjà des résolutions du Parlement français qui vont dans ce sens-là, enfin de l'Assemblée nationale française qui vont dans ce sens-là, qui poussent à ça. Macron pousse à fond derrière ça. Donc c'est ultra important aussi d'avoir ce coup d'avance. Et malheureusement, personne n'en parle aujourd'hui de ce saut fédéral européen. Et demain, il faut voir ce qu'on va te prendre dans la tête. Et finalement, en participant, c'est toujours pareil, c'est validé ce qui se fera demain au niveau de l'Union européenne, participant aux élections européennes, hein, si on participe, si on va mettre un bulletin dans l'urne. Finalement, on dit, bah oui, j'accepte le cadre, et donc j'accepte demain qu'il y ait le saut fédéral européen. Et on ne va pas voter sur le saut fédéral européen. Là, on ne va pas nous demander notre avis, on va nous l'imposer. Ça sera imposé d'en haut. Donc, je dirais que globalement, euh, sur vraiment ce boycott des européennes, il n'y a que des bonnes raisons de ne pas aller voter le 9 juin. La première, c'est un Parlement qui ne sert à rien, on l'a dit plusieurs fois ce soir. Ce sont les traités européens qui font foi et donc il faut délégitimer ça en ne participant pas à l'apparat démocratique qui est le Parlement européen. Et en plus, il y a le sceau fédéral européen en gestation que par sa participation, on va venir finalement accréditer. Alors que si on ne participe pas, on va clairement dire non, je ne veux pas du sceau fédéral européen. Et tout ça, il faut bien en avoir conscience aussi, ça fait partie de la marche à la guerre.
il y aura à la Troisième Guerre mondiale, comme l'a très bien expliqué Cédric. Et c'est aussi participer à cette délégitimation, elle participe aussi à ce que d'éviter vraiment cet embrasement mondial qui est en cours. Donc, il est vraiment fondamental de ne pas aller voter, de continuer à politiser l'abstention, qui sera massive, j'en suis convaincu, le 9 juin, et à faire cette campagne, effectivement, pour le boycott des élections européennes. Eh ben, c'est une conclusion claire et nette, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois, des camarades, Thomas, Jean-François, Cédric, qui tous les jours au quotidien œuvraient justement contre le démantèlement des conquêtes sociales, des services publics, parce que c'est lié. Et puis ça a été dit, hein, vous vous battez dans le fond pour que l'argent aille pour les salaires et pas pour la guerre. Hein, parce que Oui. c'est aussi ça Pour rappeler finalement. la formule d'Anatole France après 14-18, on croit mourir pour un drapeau et on meurt pour des multinationales. Bon, on est bien parti là, hein. Hélas, espérons que ça ne soit pas le cas. Oui, en tout cas, on fait tout à nos niveaux respectifs pour que cela n'ait pas lieu. Merci beaucoup à vous trois pour avoir pris le temps pour cet échange très riche, très fructueux, très complet aussi. Je pense que les auditeurs et ceux qui auront suivi cet entretien soit apprendront des choses, soit auront des confirmations très claires, mais avec quelques chiffres supplémentaires comme pour les coûts d'énergie dont a parlé Cédric, je crois que là, ça éveillera encore un peu plus les différents auditeurs. Merci beaucoup. À très bientôt à vous trois. Et pour les auditeurs et lecteurs du site Initiative Communiste, vous retrouverez bien entendu cette vidéo sur la chaîne YouTube du PRCF. N'hésitez pas à la faire tourner à l'approche de la mascarade qui arrive le 9 juin prochain. À très bientôt les camarades. Portez-vous bien. Salut! Merci Salut. les camarades, bonne soirée. Merci. Salut, et surtout, n'oubliez pas de ne pas aller voter maintenant. Bonne soirée. Bonne soirée. Y en a marre de votre Europe qui détruit la démocratie, qui écrase les patriotes, qui ne roule que pour le profit. Mais en mai 2005, le peuple a dit non à votre union, à votre été. Pour les peuples souverains affranchis de l'austérité. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Toutes nos luttes pour nos salaires, pour sauver notre industrie, nos paysans et nos retraites se heurtent à l'euro mépris. Mais en juin, l'heure est venue de boycotter leur scrutin perfide. On ne veut plus en vain voter, on veut une autre société. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Ce n'est pas l'Europe de la paix, elle marche contre la Russie. Elle laisse l'OTAN manœuvrer, elle est aux bottes des États-Unis. Mais les peuples veulent coopérer, non pas subir un nouvel empire. La guerre en marche dans toute contrée, l'UE OTAN nous mène au pire. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. C'est une Europe cléricale taillée pour le Vatican, la brune internationale des gouvernements fascisants. Elle met à bas les lumières, c'est la Sainte Alliance réactionnaire.
Peuple libre et solidaire, faisons face aux tortionnaires. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Virons la mondialisation et refaisons l'international. Des peuples libres et des nations solidaires pour la paix mondiale. L'ode à la joie n'appartient pas au roi Tolé, Macron ou Fra Ursula. Chantons les peuples solidaires à l'échelle de toute la terre. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Brisons les chaînes à l'échelle du monde entier. Reconstruisons une terre humaine.